Il y a les États-Unis que vous voyez et l'Empire américain que vous ne voyez pas. En dehors des États-Unis continentaux se trouve un vaste empire, presque caché, avec des territoires dispersés à travers la Terre. Les États-Unis ont rapidement adopté l'impérialisme, ce qui leur a apporté des avantages stratégiques durables. Nés de 13 colonies révoltées à l'est de l'Amérique du Nord, les États-Unis sont devenus un vaste territoire continental. Cependant, ce sont leurs territoires d'outre-mer qui ont réellement fait d'eux un empire moderne. La plupart des gens connaissent l'histoire de la façon dont les Amérindiens ont été déplacés de leurs terres ancestrales par la population américaine en constante expansion et par les politiques de présidents comme Andrew Jackson. L'achat de l'Alaska a donné à l'Amérique des avantages majeurs tels qu'un accès aux réserves pétrolières de l'Arctique et une zone tampon face à la Russie. Qu'en est-il des territoires annexés ou acquis outre-mer ? Comment ont-ils soutenu la politique étrangère et les objectifs stratégiques américains ? La stratégie américaine a été revue après les événements de 1898. La guerre hispano-américaine a débuté à cause du soutien à l'indépendance de Cuba et du naufrage de l'United States Ship Maine. Mais sa fin a eu un impact bien plus grand sur l'ordre mondial de l'époque. Les États-Unis sont devenus une puissance dominante dans les Caraïbes, contrôlant Porto Rico, Guam et les Philippines. Après l'annexion d'Hawaï en 1898 puis l'achat des îles Vierges danoises en 1917 pour 25 millions de dollars, les États-Unis émergeaient désormais comme une véritable puissance impérialiste, une puissance qui allait bientôt défier la domination de longue date de l'Empire britannique au fur et à mesure du développement du XXe siècle. Il est légitime de se demander pourquoi ces territoires d'outre-mer étaient si importants pour la grande stratégie des États-Unis. Après tout, beaucoup d'Américains n'avaient même aucune idée de l'emplacement de ces îles nouvellement acquises. Même aujourd'hui, c'est sans doute vrai, car elles sont si petites qu'elles ressemblent à des grains de poussière sur une carte. De récents sondages avant Pearl Harbor montraient que peu d'Américains soutenaient la défense militaire de ces territoires d'outre-mer. Mais les temps ont changé. Maintenant, on peut soutenir que les États-Unis contrôlent encore plus de terres en dehors de leurs frontières officielles, que ce soit en tant qu'autorité officielle ou par procuration grâce à leur présence militaire. En plus de celles déjà mentionnées, ils président actuellement les îles Mariannes du Nord, les Samoa américaines et plusieurs autres petites îles inhabitées à travers le Pacifique. Nul n'aurait prévu les avantages stratégiques que ces régions offriraient à l'Amérique sur le long terme. Leurs biens immobiliers dans le Pacifique sont devenus inestimables pour la protection de leurs propres intérêts en Asie du Sud-Est, et plus important encore, pour contenir l'expansion du prochain empire potentiel qui défie leur trône, la Chine. Donc, pour comprendre comment les États-Unis utilisent ces territoires d'outre-mer à leur avantage, nous devons examiner ce qu'ils apportent en termes d'avantages économiques et stratégiques, et comment chacun contribue à la domination mondiale des États-Unis. 14 territoires d'outre-mer américains sont sous leur contrôle. 3 États souverains fonctionnent aussi comme ces territoires, collaborant avec les États-Unis sur des opérations stratégiques et militaires. Les États souverains ont un accord particulier avec les États-Unis, que nous verrons plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, commençons au plus près de nous. Comme mentionné, les États-Unis ont une longue histoire d'impérialisme et d'intervention dans les Caraïbes. Aujourd'hui, les principaux territoires caribéens des États-Unis sont les îles Vierges américaines et Porto Rico. D'un point de vue financier, aucune de ces possessions n'a été particulièrement stable. Elles n'ont pas non plus apporté une immense valeur économique au gouvernement fédéral. Porto Rico a une histoire économique plus ancrée aux États-Unis. Pour les particuliers et les entreprises, ils ont fonctionné comme un paradis fiscal, affichant un taux d'imposition sur le revenu séduisant de seulement 4% pour les résidents. Cela a attiré beaucoup de commerce sur l'île, permettant à ceux qui perçoivent des revenus à Porto Rico d'échapper au taux fédéral de 37% et aux taxes d'État, parfois élevées comme 13,3% en Californie. Les îles Vierges américaines sont aussi sur la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne pour des raisons similaires. Ces 2 îles, territoires d'un non incorporé, sont sous juridiction américaine sans bénéficier des mêmes droits que les 50 États. Ils reçoivent moins de soutien fédéral, mais échappent aussi à certaines obligations comme l'impôt sur le revenu. Tous ces territoires étant reconnus comme faisant partie des États-Unis, chacun bénéficie de sa propre zone économique exclusive, généralement de 200 milles nautiques depuis chaque côte. Cela permet aux États-Unis d'exploiter les ressources naturelles de cette zone. Cela concerne le contrôle des poissons, des réserves de pétrole, de gaz et des droits miniers en haute mer, de plus en plus lucratifs dans les territoires du Pacifique
riche en minéraux. Avec le temps, d'un point de vue commercial, Porto Rico est situé le long du passage de la Mona, une voie maritime clé vers le canal de Panama et San Juan. La capitale de l'île a l'un des plus grands ports accessibles des Caraïbes. Ainsi, tout au long du XXe siècle, la position centrale de Porto Rico a facilité le transit de marchandises entre les États-Unis, les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Les ports maritimes autour des îles facilitent non seulement le passage des navires commerciaux, mais jouent également un rôle important pour la marine américaine et leur projection de force. Porto Rico a été le point de départ de nombreuses opérations majeures, dont le coup d'État de 1954 au Guatemala, l'invasion et l'occupation de la République dominicaine en 1965, celle du Panama en 1989 et d'autres. Porto Rico a principalement servi de base à la domination américaine sur les Caraïbes. Un vaste réseau d'installations militaires situées sur des îles comme les Bermudes, les Bahamas, Antigua et bien sûr les îles Vierges à Porto Rico. Cela permet aux États-Unis de garder le contrôle stratégique, économique et idéologique sur l'hémisphère occidental, facilitant leurs actions en Amérique du Sud et centrale. Avant d'aborder le Pacifique, il faut comprendre le lien entre les intérêts économiques américains à l'étranger et leurs différences stratégiques. Il est bien connu que les États-Unis ont renversé des démocraties et des dirigeants dans le monde pour leurs intérêts financiers, y compris dans leur territoire d'outre-mer. Hawaï, aujourd'hui État, a initialement rejoint la sphère d'influence américaine grâce à des élites commerciales euro-américaines. Cela a aidé à organiser un coup d'État sur l'île en 1898 dans le but de protéger leurs intérêts dans l'industrie locale du sucre, de renverser la monarchie et finalement d'annexer Hawaï aux États-Unis. Cet objectif s'est concrétisé et l'Amérique a soudainement eu une présence légitime dans le Pacifique. Cela leur a offert un vaste territoire pour stationner leurs marines et protéger leur commerce. Hawaï disposait d'excellents ports, offrant de nombreuses possibilités de construire des stations de charbonnage pour que cette marine en pleine expansion puisse se ravitailler. C'était parfait. Une fois sous contrôle américain, Hawaï n'était pas vraiment une puissance économique. Leur industrie agricole, centrée sur la canne à sucre et l'ananas, intéressait fortement les hommes d'affaires américains de l'île. Dès les années 1950, le tourisme s'est développé et l'île est devenue un instrument du soft power américain, renforçant l'image positive de la Mecque capitaliste mondiale durant la guerre froide. Hawaï avait un rôle sécuritaire évident, notamment dans ses dépenses de défense pendant la guerre du Vietnam. Le renforcement militaire sur l'île a fait grimper les dépenses de défense de 39% par an entre 1958 et 1973, stimulant ainsi leur économie. Durant cette période, Hawaï, dans le Pacifique Sud, jouait un rôle logistique clé, servant d'escale pour les forces navales et facilitant le transport de matériel et d'artillerie. L'objectif réel de l'annexion d'Hawaï est d'étendre la présence militaire dans le Pacifique. Cette utilité date de la Seconde Guerre mondiale, où l'avantage stratégique d'Hawaï était crucial. Après l'attaque totale du Japon sur Pearl Harbor, celui-ci a aussi frappé le même jour Guam, Midway, Wake, Singapour, la Malaisie et Hong Kong, possessions américaines et britanniques. En envahissant et conquérant la Thaïlande, les États-Unis ont rejoint la lutte contre l'Axe. Hawaï et d'autres territoires du Pacifique ont aidé la marine américaine à repousser les Japonais jusqu'à leur territoire principal. L'île de Midway servait notamment de station de ravitaillement, d'aérodrome, de base de soutien et de poste tactique pour les Alliés. Les invasions amphibies et le saut d'île en île ont permis aux Alliés de renverser la puissance navale dans le Pacifique. La bataille de Midway fut un tournant clé, permettant ensuite aux forces américaines de lancer des offensives depuis l'île. Le saut d'île en île isolait les îles fortifiées par terre et mer. Elles étaient contournées, permettant aux forces américaines d'avancer et de prendre des positions peu défendues, soutenant leur progression. Il est crucial de rappeler que ces îles, souvent vues comme des destinations exotiques, sont en fait des instruments de puissance militaire. Sécurité politique et stratégie dépendent de la géographie et des ressources. L'accès à des lieux géographiques favorables, comme des îles avec grands ports, peut définir un conflit, illustré par l'agressivité de la Chine en mer de Chine méridionale. Aujourd'hui, ils construisent des îles artificielles pour obtenir un avantage naval sur leurs rivaux géopolitiques,
comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les territoires d'outre-mer comme Hawaï ont permis aux États-Unis de lancer une contre-offensive aussi rapidement après Pearl Harbor. Donc Hawaï est clairement important, mais dans le contexte moderne où l'Amérique cherche à contenir la Chine, plus on va vers l'ouest, plus le territoire devient précieux. Nous devons donc examiner Guam, dont l'importance stratégique est sans doute encore plus grande. Hawaï est à 2400 miles à l'ouest de la Californie et Guam à 3800 miles plus loin, près de la mer des Philippines. Elle est idéalement située à mi-chemin entre les alliés américains du Sud, comme l'Australie, et du Nord, comme le Japon. Ceci en fait une base idéale pour les opérations militaires en Asie-Pacifique. Depuis 2000, l'armée américaine renforce sa présence à Guam pour accroître l'opérationnalité, dissuader les hostilités et projeter sa puissance dans le Pacifique. Ainsi, ils peuvent réagir à toute crise et soutenir des alliés comme la Corée du Sud et Taïwan dans la région. Les bases militaires à Guam sont essentielles pour exercer une pression sur la Chine et influencer leur montée en puissance. Et comme le dit le gouvernement américain, pour renforcer leur présence avancée dans une région clé du monde. Tous les 4 ans aux États-Unis, le secrétaire à la Défense publie l'examen quadriennal de la Défense, ou examen quadriennal de la Défense, qui détaille les menaces à la sécurité et les objectifs stratégiques sous Obama. En 2010, le secrétaire à la Défense, Robert Gates, a publié le examen quadriennal de la Défense, dans lequel il était parfaitement clair à quel point les États-Unis accordaient de l'importance à Guam dans le cadre de leur grande stratégie de défense. Le examen quadriennal de la Défense. 2010 a insisté sur l'importance de la feuille de route États-Unis-Japon 2006 pour le déploiement des forces américaines au Japon et la transformation de Guam en centre de sécurité régionale. Robert Gates l'a rappelé lors d'une conférence sur la sécurité en Asie-Pacifique à Singapour la même année. Les États-Unis sont une nation du Pacifique et le renforcement militaire à Guam s'inscrit dans leur nouvelle posture de défense en Asie, visant une répartition plus large. Cela revenait à dire à la Chine qu'elle serait encerclée par les Alliés et les forces américaines dans le Pacifique Ouest. Les hostilités n'ont fait qu'augmenter entre les deux superpuissances. Mais en utilisant Guam de cette manière, non seulement cette nouvelle stratégie permettrait aux États-Unis de collaborer davantage avec leurs alliés régionaux, mais elle leur donnait aussi plus de liberté pour surveiller les routes maritimes qui sont essentielles à l'économie mondiale, des routes maritimes que la Chine avait commencé à bloquer à mesure que les tensions montaient dans la région. Depuis cette époque, ce renforcement de la présence des forces américaines n'a fait que s'accentuer. Guam compte plus de 7000 militaires, une grande base de l'États-Unis Air Force, un escadron de sous-marins et plusieurs navires de la garde côtière. Mais à partir de 2024, environ 5000 Marines seront transférés d'Okinawa au Japon vers le camp Blas de Guam. Cela ne concerne qu'une partie des troupes américaines déplacées au Japon. Le Japon possède plus de bases militaires américaines que tout autre pays hors continent, avec 120 bases et plus de 50 000 soldats américains. Entre le Japon et la Corée du Sud, plus de 200 bases militaires américaines jouent un rôle clé dans la stratégie de confinement de la Chine. Une stratégie dont Guam devient désormais une partie intégrante avec ce type d'expansion des forces américaines sur l'île. Guam jouera un rôle stratégique essentiel dans tout futur conflit régional, mais ce n'est pas le seul. Les territoires américains en Polynésie, Micronésie et ailleurs dans le Pacifique ont été adaptés à cette stratégie de présence avancée. Comme les Samoa américaines, les îles Mariannes du Nord et les îles périphériques, Mauna, avec plusieurs sites dispersés dans le Pacifique. En 2020, l'États-Unis Air Force a modernisé pour 87 millions de dollars les infrastructures de l'île Wake pour soutenir les opérations aériennes. En avril 2023, les États-Unis ont annoncé un investissement pouvant atteindre 5 milliards de dollars pour renforcer leurs infrastructures militaires et civiles. Sur l'île de Tinian, dans le Commonwealth des îles Mariannes du Nord, le projet Tinian Divert Airfield offrira au département de la Défense des États-Unis, déjà locataire des 2/3 des terres, une solution de secours. Si la base aérienne Anderson à Guam devenait inutilisable à la suite d'une attaque, Tinian propulserait alors les îles encore plus profondément dans la toile stratégique des États-Unis. Le gouverneur du Commonwealth veut réduire sa dépendance aux touristes chinois, qui constituent 50% du marché, et se concentrer sur le tourisme. Pour les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon sont des alliés militaires. Cela survient alors que les relations de la Chine avec les îles du Pacifique deviennent préoccupantes et ses tactiques plus agressives. Par exemple, ces dernières années, des navires de pêche chinois non réglementés et illégaux ont pratiqué la surpêche dans les territoires américains, provoquant des bouleversements pour les petites économies insulaires. À Samoa américaine,
une conserverie de thon, principal employeur, a dû fermer temporairement par manque de poissons. En plus de ces aspects financiers, l'agression chinoise a été encore plus flagrante dans certains cas. Des navires chinois équipés de technologies de collecte de renseignements sont régulièrement entrés dans les zones économiques exclusives à travers le Pacifique. Cela comprend des navires de relevés hydrographiques et des bâtiments de renseignement observés près d'Hawaï et d'Australie. Pour mémoire, des navires espions chinois s'aventurent dans les eaux américaines et australiennes, permettant à la Chine de surveiller l'activité et de menacer les câbles sous-marins. Donc, une véritable menace pour la sécurité nationale est posée ici pour les États-Unis. Avec plus de ressources allouées au conflit en Ukraine et au Moyen-Orient, ces territoires clés d'outre-mer sont désormais bien plus vulnérables qu'avant. Cependant, certaines îles mentionnées ne sont pas dans une situation aussi précaire. Les îles Marshall, Guam et les Samoa américaines ont des résidents et communautés potentiellement vulnérables à l'influence chinoise. Alors que les petites îles périphériques sont entièrement réservées aux opérations américaines et n'abritent aucun résident permanent. Avant tout, cela souligne que la diplomatie est essentielle pour préserver l'avantage stratégique dans les territoires habités du Pacifique. L'indice de la diplomatie mondiale 2024 place la Chine en tête, devant les États-Unis, ce qui laisse présager de nouveaux changements stratégiques pour les postes diplomatiques. La Chine surpasse l'Amérique, 9 à 8 dans le Pacifique et 44 à 27 en Asie de l'Est. Si cet écart persiste, l'influence diplomatique américaine continuera de s'éroder dans ces régions clés. En fait, la montée en puissance de la présence diplomatique de la Chine dans le monde a essentiellement forcé une plus grande connectivité entre les États-Unis et les nations du Pacifique ces dernières années. Alors que Washington réalise peu à peu la gravité de ce rapprochement. C'est pourquoi les États-Unis collaborent de façon inédite avec leur territoire d'outre-mer du Pacifique, comme l'indique la première stratégie de partenariat pacifique de 2022 qui vise un engagement accru avec les îles du Pacifique. L'objectif principal de cette stratégie était de mener à bien les négociations des accords avec ces nations alliées, une préoccupation majeure. Le pacte de libre association avec Palaos, les États fédérés de Micronésie et les îles Marshall devait être renouvelé en 2023 et a des implications cruciales pour la sécurité nationale. Certains d'entre vous se demandent peut-être comment les États-Unis parviennent à établir des bases militaires partout dans le Pacifique, non seulement sur leur propre territoire, mais aussi dans des nations souveraines qu'ils considèrent comme des alliés. Le précédent juridique pour une présence militaire dans ces nations insulaires découle de ces pactes qui régissent la relation avec les États-Unis. Les pactes autorisent les États-Unis à agir militairement dans ces pays, mais les rendent aussi responsables de leur protection. Peut-être plus important encore, cela permet aux États-Unis d'interdire aux puissances étrangères d'utiliser le territoire, un peu comme la doctrine Monroe. Les citoyens de ces nations sous pacte, communément appelés États librement associés, servent souvent dans les forces armées américaines. Les États fédérés de Micronésie ont un taux d'engagement par habitant supérieur à tout État américain. Ainsi, dans l'ensemble, la stratégie pacifique de l'Amérique repose fortement sur ces accords. Cependant, nous devons nous rappeler que ces accords comportent également un risque. Avoir une présence militaire aussi proche de forces hostiles comme la Chine signifie en réalité que l'Amérique dispose d'un réseau de fils-pièges prêt à être déclenché à tout moment. Cela pourrait donc les mener à la guerre avec la deuxième superpuissance. Si ces accords permettent à l'Amérique de profiter de ses territoires d'outre-mer, la Chine a intérêt à les affaiblir. Les dernières administrations craignent que la Chine n'utilise son influence pour remettre en cause les alliances et le statu quo indo-pacifique. Le Congrès a adopté en mars 2024 le financement des accords avec 3 nations du Pacifique, soulageant les spécialistes de la défense américains. Cela est arrivé après des mois de blocage où la Chine progressait. Par exemple, la Chine a récemment persuadé Nauru, une nation du Pacifique, de rompre avec Taïwan pour 100 millions de dollars par an en 2022. Le pacte de sécurité entre la Chine et les îles Salomon a affaibli l'influence diplomatique et stratégique des États-Unis dans la région. En raison du relatif manque d'attention que ces nations reçoivent à Washington, souvent reléguées derrière ce que le Congrès considère comme des questions plus pressantes, comme d'autres conflits régionaux ou des problèmes intérieurs, ce genre de perte est plus préoccupant que jamais. Si les États-Unis veulent continuer à exploiter leur territoire d'outre-mer à des fins stratégiques, ils devront améliorer santé, infrastructures, éducation, connectivité et établir des relations authentiques avec les communautés locales, plutôt que de simplement les rémunérer pour des partenariats.
Parce qu'il est aussi essentiel de se demander ce que ressentent leurs territoires d'outre-mer à l'idée de n'être considérés que comme tels. Dans un monde idéal, chaque nation disposerait des ressources pour l'autodétermination. Malheureusement, tout au long de l'histoire, les gouvernements des petites nations, surtout les îles du Pacifique, doivent souvent sacrifier une partie de leur autonomie. C'est une garantie pour leur peuple, sinon ils risquent de devoir capituler sous la menace militaire. Pour les États-Unis, cependant, il semble qu'ils fassent quelque chose de bien. Aucun de leurs territoires, malgré de nombreux référendums, n'a choisi l'indépendance totale des États-Unis, sauf les Philippines il y a environ 80 ans, mais c'est une autre histoire. Les petits pays indépendants dans leur orbite doivent toujours être conscients de ce que la superpuissance de leur région du monde attend d'eux. Les nations concernées peuvent choisir les avantages d'un État fédéré ou l'indépendance. Se retrouver coincé recevant des financements, servant de point de contrôle et avec de nombreuses terres détenues par l'armée américaine est indésirable à plusieurs égards. Avec une autre superpuissance dans leur voisinage, ils pourraient toujours changer d'allégeance, et c'est leur atout dans les négociations. Les États-Unis doivent diriger leur politique étrangère vers cette région, sinon la Chine s'associera à ces nations insulaires et redéfinira l'équilibre des pouvoirs dans l'Indo-Pacifique, comme nous l'avons déjà constaté.